Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour votre émission À l'origine Bereshit. Nous avons aujourd'hui une émission exceptionnelle. Nous allons vous amener en voyage en Israël à la découverte d'une cité antique de plus de 3000 ans avant notre ère où la ville de Yafo, Tel Aviv-Yafo, s'est développée et est devenue réputée, célèbre pour son port commercial tout d'abord. Un point de jonction entre l'Afrique, l'Asie et également tourné vers l'Europe. Ce port de Yafo est également célèbre parce qu'il a connu les différentes vagues d'immigration en Israël. C'est également à travers le port de Yafo que sont arrivés par bateau les fameux cèdres du Liban qui ont servi à la construction du temple de Jérusalem à l'époque du roi Salomon. Je vous propose immédiatement de retrouver Valérie Pérez et David Shapira in situ en Israël, à Yafo, pour découvrir ce lieu magique. Bonjour à tous, bienvenue. Merci à vous de votre fidélité à nos programmes. Nous sommes à Jaffa, dans le sud de Tel Aviv. Ça change, vous allez le voir, de cette ville blanche, la ville qui ne dort jamais, qui est juste derrière moi. C'est un endroit particulier, vous allez le voir aujourd'hui, car c'est un mélange de cultures. D'abord, une mixité qui vient de la population arabe, qui était locale, des juifs qui sont venus après la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. C'était diverses immigrations. Et puis la population immigrante d'aujourd'hui contemporaine, des juifs qui viennent du monde entier. Alors dans cette émission, nous allons visiter Jaffa, Yafa en hébreu qui veut dire la belle. Jaffa qui se situe sur le littoral méditerranéen avec un port de pêche qui est le port le plus vieux du monde. Alors David Shapira, cette ville de Jaffa, elle est particulière. D'ailleurs, elle n'existe comme nulle part en Israël, comme nulle part dans le monde. Et déjà, il y avait déjà énormément d'habitants ici dans les années 30, puisque 69 000 personnes habitaient à Jaffa. La moitié d'entre eux, c'était des Arabes et l'autre moitié, c'était des Juifs. Donc à vivre ensemble déjà. Oui, absolument. Et c'est une mixité très intéressante parce qu'aujourd'hui, nous trouvons à peu près toutes les religions et toutes les populations. Comme vous l'avez rappelé, il y a ici des musulmans, mais il y a aussi une communauté chrétienne très importante et qui n'est pas homogène. Vous avez ici des Arméniens, vous avez des Coptes, vous avez des Maronites, vous avez des catholiques, vous avez des Grecs orthodoxes. Et évidemment, vous avez aussi des Juifs qui sont venus de tous les pays, des pays orientaux, des pays occidentaux, et qui sont à Jaffa. Et toute cette population cohabite ensemble, vit ensemble, exerce le commerce ensemble, se côtoient, et se partagent les mêmes problèmes, les mêmes vicissitudes de la ville. Et Jaffa est devenu aujourd'hui presque un symbole de réussite, de cohabitation avec toutes ces religions qui vivent ensemble, le marché aux puces, la vieille ville, le port, tout cela ce sont des atouts très importants pour la ville de Jaffa. Alors Jaffa, c'est une ville qui a plus de 3500 ans. Qui habitait ici au départ ? Il y a une présence ici depuis 4000-4500 ans. On a retrouvé des traces égyptiennes ici. Mais la population qui habite sur la côte et à Jaffa, c'est une population qui exerce le métier de commerce maritime. Ce sont en fait des personnes d'origine grecque qui viennent de Rhodes, qui viennent de la mer d'Égée et qui pratiquent le commerce maritime car cette région-là est en fait un pont entre deux grands continents, l'Afrique et l'Asie. Et le commerce passe par là, les marchandises arrivent ici ou partent d'ici en direction de l'Europe. Ceci dit, Jaffa n'a jamais joué d'une énorme présence juive. Ça a toujours été une ville à majorité non juive, soit païenne grecque à l'époque de l'Antiquité. Et ici, n'oublions pas, c'est un port, certes, mais qui sert de point d'arrivée de transit pour arriver, pour s'installer dans les 4 grandes villes saintes de la Palestine de l'époque, ça s'appelle comme ça, la Terre Sainte, c'est-à-dire Hébron, Safed, Tibériade et évidemment Jérusalem. Oui, si bien qu'en 1891, comme il y avait beaucoup d'immigration, il y a eu un bureau qui a été ouvert pour les accueillir, ces gens. Absolument, les immigrants arrivaient ici sans rien, démunis de tout. Et donc il fallait les accueillir parce qu'ils n'avaient même pas de quoi voyager. C'était pendant l'époque de la première, seconde et troisième alia, ces premières vagues d'immigration à partir de 1882, des gens qui étaient complètement démunis. Ils arrivaient ici avec leurs affaires, ils n'avaient même pas de quoi se payer le voyage pour arriver en Galilée et pour essayer de travailler un travail agricole, un travail d'ouvrier. Alors David, comment vivait-on ici à Jaffa ?
Écoutez, ça dépend des périodes, hein. Il faut d'abord comprendre que Jaffa a commencé aussi sa carrière en étant une ville qui appartenait aux croisés. C'était un royaume très important, le royaume de Jaffa, aussi important que le royaume de Jérusalem. C'était une région à part. Lorsque les croisés ont été chassés par un guerrier qui s'appelle Bébar, qui était un dirigeant mamelouk, ce dernier a décidé de détruire Jaffa ainsi que toutes les villes du littoral Oui. pour éviter que les croisés reviennent et continuent leur croisade. Donc Jaffa, en fin de compte, a été un petit port abandonné, et ça pendant des siècles jusqu'au début du 19e siècle. Alors justement, c'est la période des Ottomans, et là, il y avait des règles particulières quand on était juif. Quelles étaient les règles à respecter pour vivre à Jaffa? Alors tout d'abord, les Ottomans voulaient maître de la situation. Donc les Ottomans, à chaque fois qu'on voulait obtenir d'eux quelque chose, il fallait toujours payer, c'est-à-dire utiliser ce qu'on appelle le système bakshish, du bakshish, qui est existe encore un mot d'ailleurs. turc qui est rentré dans la langue commune. Donc les Ottomans qui sont revenus ici et qui ont rebâti cette ville au XVIIIe siècle avec un dirigeant qui s'appelle Abou Nabout, exerçaient des conditions très très dures pour les Juifs. Les Ottomans ne voulaient pas que d'autres populations que les musulmans ne puissent s'installer à long terme ici. C'était donc très difficile. Et donc Jaffa n'a jamais été réellement Une terre de Juifs. une ville juive au sens propre du terme. C'est une ville qui sert de transit puisque la population, les pèlerins juifs qui viennent ici, soit pour se rendre à Jérusalem, soit s'installer en Galilée, en Basse-Galilée, pour exercer l'agriculture à la fin du 19e Dans siècle. les kibbutz. Absolument. Eh bien, s'arrête à Jaffa, on y reste quelques jours, quelques nuits, on y reçoit de l'aide justement du ce bureau d'immigration, et puis après on part s'installer ailleurs, on ne reste pas à Jaffa. Alors justement, David, nous sommes devant une sculpture particulière puisque dessus, des symboles qui représentent le judaïsme, 3 symboles importants, le sacrifice d'Isaac, le rêve de Jacob et la prise de Jéricho. Absolument. Sacrifice d'Isaac qui est lié à Abraham. Abraham est le premier patriarche qui se voit demander par l'Éternel de quitter la terre de ses ancêtres, qui était la ville de Our, en Mésopotamie, et il doit s'installer, il doit arriver en Terre Sainte, la terre qui est promise par l'Éternel. Vous avez aussi le rêve de Jacob. Jacob aussi, lorsqu'il revient de son exil et il a fui devant Ésav, il arrive dans un endroit qui s'appelle Bethel, la maison de Dieu, les portes de la Terre Sainte. Il va rêver son fameux rêve de l'échelle avec les anges qui montent et qui descendent. Et vous avez, après toutes ces promesses, la réalisation, la concrétisation de toutes ces promesses divines, qui est la conquête de Jéricho, qui est la première ville qui est en fait conquise par les Hébreux, puisque les Hébreux seront obligés, selon l'ordre de l'Éternel, de tourner 7 fois avec des trompettes et de sonner autour des murailles de Jéricho pour que ces murailles s'effondrent et que Jéricho soit prise par les Hébreux. Alors on va parler maintenant de la situation de Jaffa. David, dans les années 30, 69 000 personnes habitaient ici, la moitié des Juifs, la moitié des Arabes. Mais Jaffa subit... Avant la création de l'État d'Israël. Jaffa subit une profonde transformation. En fait, c'est dû à l'arrivée d'Hitler au pouvoir le 30 janvier 1933. Une 5e vague d'immigration va arriver en Palestine, ce qu'on appelle l'Aliyah, l'immigration des Yékés, de ces Juifs allemands. 50 000 Juifs d'Allemagne arrivent chaque année entre 1933 et 1936. La population musulmane, la direction des Arabes de Palestine décide d'une grève générale en 1938, et dans toute cette région de la Palestine, les Arabes font grève, ferment leurs boutiques et commencent à s'attaquer aux Britanniques. Vous l'avez rappelé, Jaffa, c'est une succession de petites ruelles, c'est une casbah, et les Britanniques se font attaquer par les émeutiers arabes et décident en 1936 de détruire la ville de Jaffa, ces petites ruelles. Ils font croire aux Arabes de Jaffa qu'il y a un début d'épidémie de choléra et demandent à toute la population de quitter leur maison. Et les Britanniques en profitent pour rayer la ville à coups de tracteurs et de bulldozers dans une opération qu'on a appelée l'opération Ancre, puisqu'on est dans un port, donc c'est relié à l'ancre. La ville ressemblait à une ancre d'un bateau. Et en 1936, la vieille ville est complètement détruite. Le port de Jaffa ne fonctionne plus. David Ben Gourion décidera d'installer un nouveau port à Tel Aviv, et c'est le début du déclin du port de Jaffa qui ne se relèvera jamais de cette grève générale, de 1936. de cette grève qui a duré 3 ans, de 1936 à 1939.
Il y a eu des grosses émeutes, des très graves combats ici, David, pendant la guerre d'indépendance en 1948. Oui, ça commence dès janvier 1948 où il y a des snipers musulmans qui se trouvent sur la mosquée de Hassan Bek, donc aujourd'hui près de Neve Tzedek, et qui commencent à tirer aveuglement sur la population juive qui se trouve à Tel Aviv, la nouvelle ville à côté de Jaffa. En réaction, ici, la Haganah, dirigée d'ailleurs par Ben Gurion, décide d'une offensive et dans une opération qu'on va appeler l'opération Hametz, puisqu'elle a lieu pendant Pessah, des combats très violents vont se dérouler à Jaffa, qui est une ville peuplée par 50-60 000 musulmans. Et lors de la guerre d'indépendance, donc en avril-mai 48, plus de les trois quarts de la population musulmane va quitter Jaffa. Il ne restera plus que 15 000 habitants musulmans à Jaffa. Et après la création de l'État d'Israël, la ville de Jaffa, le port de Jaffa, sera relié à la municipalité de Tel Aviv. Aujourd'hui, Tel Aviv-Jaffa, c'est une seule et même ville, donc juifs et musulmans ensemble. Tel Aviv-Jaffa, c'est la même ville, mais deux philosophies complètement différentes. Ouais. Alors ce que je propose, David, c'est de continuer à visiter cette magnifique ville de Jaffa, avec ses ruelles, avec ses petits quartiers uniques, avec ses artisans, avec ses galeries d'art. On y va. On y va. Et nous nous trouvons dans ces ruelles de Jaffa. Dans quelques instants, nous allons aller visiter une synagogue, David. C'est l'une des plus vieilles synagogues de Jaffa. C'est maintenant une synagogue libyenne, mais avant cela, c'était une synagogue turque et c'était même à un moment donné une usine de savon. Oui, absolument. On est là bientôt devant la plus vieille synagogue de Jaffa, peut-être même la première synagogue qui a été construite à Jaffa. Elle a été construite grâce à l'aide de la communauté juive d'Istanbul qui a donné de l'argent, des dons pour construire cette synagogue. C'est une synagogue qui a fonctionné quelques années, malheureusement pas longtemps, puisque les musulmans ont décidé tout d'abord de limiter les prières à 3 jours par an. Oui. Et puis quelques mois plus tard, Elle a été fermée. Elle a été fermée, elle a été réquisitionnée et ce local a subi plusieurs transformations. Entre autres, vous l'avez rappelé, c'était aussi une usine de savon. Et à la guerre d'indépendance en 1948, les forces israéliennes arrivent ici et là, un prêtre franciscain s'approche des soldats et leur dit « J'ai la clé de la synagogue, voici la clé de la synagogue de Jaffa ». Et on rouvre la synagogue et c'est la communauté libyenne qui arrive ici dans les années 50 qui va prendre possession de ce bâtiment et va organiser une vie communautaire selon le rite libyen dans cette synagogue à Jaffa. Alors, on va la visiter. Et voilà, David, la synagogue syrienne. Shalom, shalom. Toda rabba, toda rabba. Alors voilà, ça, Amen, amen. ça c'est l'accueil libyen, très chaleureux. Alors on le voit, David, c'est une synagogue particulière, avec une architecture particulière. Absolument, on voit ici une architecture en arche, c'est typique de l'architecture de la région orientale. Les arches sont faites pour soutenir un point important. Ici, les monuments en pierre sont lourds et donc on est obligé d'utiliser cette technique pour pouvoir justement assurer la stabilité du bâtiment. Alors avant, il y avait un mikvé qui a été fermé d'ailleurs. Hein. Oui, au départ, cette synagogue fonctionnait aussi avec un bain rituel, le mikvé, qui permettait à une communauté de vivre, car sans mikvé, on ne peut pas vivre en communauté ici. Et cet endroit servait aussi d'auberge, de maison d'accueil pour les Juifs qui venaient à Jaffa en direction de Jérusalem. Allez, on va visiter. La synagogue libyenne dans laquelle nous sommes reçus aujourd'hui avec beaucoup de générosité, beaucoup de gentillesse. D'ailleurs, pour l'occasion, vous êtes tous venus habillés en tenue traditionnelle libyenne. Bonjour Perla, bonjour Judith. Alors vous, une particularité, vous parlez français. Vous êtes arrivé de Libye à l'âge de 2 ans ici en Israël et vous avez épousé un Français.
Et oui, c'est pour ça que je parle en français. Et en 1948, quand ils ont créé bien sûr Israël, ça commençait les mouvements en Libye. C'était pas possible de vivre là-bas. Tous les jours, ils ont tué beaucoup de monde, et des hommes, des enfants, des femmes. Et alors, peu à peu, en 1950, jusqu'à 1952 presque, tous les Libyens qui avaient 35 000 ou 40 000 Libyens qui ont monté en Israël. Et je ne te dis pas que c'était facile. On est venu, c'était au début du pays. Bien sûr, il n'y avait rien. On habitait dans les tentes. On n'avait pas de quoi manger. Et beaucoup plus tard, pour nous, pour les Tripolitains, pour ceux-là qui sont venus de la Libye, mais cette synagogue quand même, est pour nous, quand on rentre, on a quand même la chair de poule. Et on prie là, je sens que... Ça vous rappelle votre enfance? Voilà. Quand je sors, je sens que je parlais avec Dieu en direct. David, nous sommes précisément ici sur les marches que l'on appelle les marches de la Seconde Alia. Pourquoi? Parce que les Juifs de Russie arrivaient après des pogroms en Russie sans précédent. Absolument. Ici, ce sont des marches qu'on appelle les marches de la Seconde Alia, la seconde vague d'immigration. Mais en fait, tout le monde arrive ici. Quand on arrive en Palestine de l'époque, ça s'appelait ici la Palestine, tout le monde grimpe ces marches, que ce soit la première vague d'immigration, la seconde Alia, et même jusque dans les années 1930. Ils sont tous passés par là, Ben Tout Gurion, le monde Ben passe Zvi, par là. Shimon Peres. Les grands personnalités et Les personnages pères fondateurs. absolument qui ont fondé ce pays sont passés par là. On pourrait même évoquer Théodore Herzl qui vient ici en 1898 pour visiter cette province qu'il veut acheter au sultan ottoman. En 1898, il passe par ces marches. En 1906, un jeune sioniste exalté du nom de David Ben Gurion monte ces marches. Des présidents, des hommes qui seront des présidents de l'État d'Israël, comme Yitzhak Ben Zvi ou Shimon Peres, montent par ces marches, car c'est par là qu'on arrivait, encore une fois, jusque dans les années 1930, où les Britanniques vont aménager un port moderne qu'ils appelleront Haïfa. Mais pour l'instant, tout le monde passe par là. Alors, Napoléon est venu ici à Jaffa en 1799. Il a fait un célèbre discours dans lequel il demandait à tous les Juifs de venir créer un royaume de Judée, déjà. Oui, en fait, en 1799 commence ici ce qu'on appelle la campagne d'Alexandrie. Alors, Napoléon Bonaparte est un général qui est en France et qui commence à prendre trop de place, trop opportuniste, qui dérange un peu trop les dirigeants en France, et il décide un petit peu de l'écarter. Comment on l'écarte? On l'envoie en mission, une mission qui n'est pas très claire, qui s'appellera donc cette campagne d'Alexandrie, dont le but officiel est d'écarter l'influence britannique qu'il y a dans la région et surtout en Égypte. Donc Napoléon arrive ici avec des milliers de soldats et surtout avec une escorte d'archéologues, d'historiens qui vont découvrir ici les richesses qu'il y a à découvrir. Il commence donc sa campagne d'Alexandrie, il arrive, il mène une bataille contre les Anglais qu'il va gagner, mais il a un rêve. Son rêve, c'est de reconquérir la Terre Sainte. Et effectivement, il va écrire une déclaration qui va être publiée dans un journal où il va appeler les Juifs du monde entier à revenir reconstituer le royaume de Jérusalem, le royaume de Judée. Vous voyez, c'est une déclaration Balfour, mais en 1799. Oui, c'est finalement un État juif avant l'heure. Un État juif, c'est un appel sioniste, on peut l'appeler, de la part de Napoléon, qui, encore une fois, demande aux Juifs de revenir l'aider à restaurer un royaume, le royaume de Judée, dont la capitale serait Jérusalem. Ce n'est pas une simple petite déclaration. Alors justement, quelle image a-t-il laissé ici, Napoléon? En fait, aux yeux des habitants de Jaffa, Napoléon laisse une image exécrable. Un officier, un Français, qui donne sa parole aux soldats ottomans de leur laisser la vie sauve et qui les massacre contre toute parole donnée d'un soldat, c'est évidemment un homme qui a menti, c'est un homme qui laisse une impression très négative. D'ailleurs, cette scène a été immortalisée dans un tableau très célèbre qui s'appelle le massacre de Jaffa, exposé au Louvre. Le massacre de Jaffa. Ici, Napoléon a assassiné, a tué des soldats qui avaient les mains liées, à qui il avait promis la vie sauve. Ici, quand il loge près de Ramla, il est réveillé par le muezzin, il demande à ses soldats d'aller tuer le muezzin qui l'a réveillé. Donc l'histoire de Napoléon
c'est une mini-croisade qui vient ici et il sera repoussé donc par les musulmans. Et l'image qu'il laisse ici à Jaffa est une image, encore une fois, une piètre image d'un homme qui n'a pas respecté sa parole, qui n'a pas tenu sa parole et qui a même fait exécuter et qui a achevé ses propres soldats atteints de la lèpre. Nous sommes ici pour évoquer la ville de Jaffa et les premières références de cette ville se trouvent dans la Bible. Alors David, c'est donc ici que Jonas avait vécu son aventure, il était passé par-dessus bord, c'est bien ça? Oui, en effet, le prophète Jonas a commencé sa carrière, je dirais presque ici. Alors Jonas est un prophète très important. Jonas, c'est un livre qu'on lit d'ailleurs le jour de Kippour, qui est le jour le plus saint de l'année, et c'est une histoire absolument rocambolesque. En effet, Jonas est avalé dans le ventre d'une baleine, et il va y rester pendant 3 jours. Alors vous nous parlez de Jonas, de cette belle histoire de Jonas, mais il y a aussi dans le livre de Josué une référence à la ville de Jaffa parce que c'était la ville bordurière pour la tribu de Dan. Absolument. La ville de Jaffa est rappelée dans le livre de Josué et la tribu de Dan qui s'est installée ici a conquis Jaffa. Ceci dit, Jaffa est toujours restée dans l'histoire une ville païenne, une ville de navigateurs, de commerçants maritimes. Et nous savons que le bord de mer de cette terre sainte a toujours été habité par des Philistins ou par des Phéniciens. Ce sont des personnes qui viennent de la Grèce et qui connaissent et qui savent exercer le commerce maritime. Ce que les Hébreux ne savaient pas trop quand ils viennent, ils sortent esclaves d'Égypte, ils arrivent dans cette terre-là, ils sont plus bergers, soit agriculteurs, mais les Hébreux qui arrivent là ne sont pas des grands commerçants marins, donc Jaffa, comme Gaza, comme Ashkelon, resteront des villes qui sont des villes à commerce maritime avec une population à majorité étrangère et païenne. Autre référence, Salomon qui fait venir des cèdres du Liban pour construire le second temple. Absolument. On sait que Salomon avait fait des alliances avec les rois. On sait qu'il avait épousé aussi des filles de rois pour sceller des alliances, comme on a fait dans la royauté en France aussi. Et Salomon s'adresse à Hiram, le roi de Tyr. Tyr, c'est au Liban. Et lui rappelle ce que son père, le roi David, avait voulu faire. David avait voulu construire un temple, le temple de Jérusalem. Mais il ne l'a pas construit parce que c'est un roi guerrier. Absolument. Dieu lui avait dit, tu ne construiras pas mon temple, car toi, toute ta vie, tu as fait la guerre, tu as versé du sang. Or, comme on le sait, Dieu dit à David, l'homme qui construira mon temple sera un homme de paix, un homme de ce qu'on appelle en hébreu de shalom. Shalom, c'est le mot paix. Et Salomon s'appelle Shlomo en hébreu, du mot shalom, c'est le mot paix. C'est un mot qu'on retrouve dans toutes les langues, Salam, Suliman, Zalman en yiddish, tout ça c'est Monsieur Paix. Et en fait Monsieur Paix, Monsieur Salomon, Monsieur Shlomo, ce sera lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est en paix avec ses voisins après les conquêtes du roi David. Il s'adresse à Hiram, qui est le roi de Tyr, et lui demande de l'aider dans la construction. Et Hiram va l'aider, bien sûr, il y a une condition. Le roi Salomon fournira de la nourriture, des vivres et de quoi manger au roi de Tyr. Et en contrepartie, le roi de Tyr lui donnera des cèdres du Liban. Le temple de Salomon a été construit en bois et ces cèdres vont être acheminés par la mer et ils vont arriver où? Ici à Jaffa, dans ce port qui est en fait la porte de Jérusalem. Car Jaffa a aussi une importance capitale. Jaffa est le port le plus proche de la ville sainte, la ville de Jérusalem. D'ailleurs, les croisés appelaient Jaffa le port de Jérusalem. On sait qu'à Jérusalem, il n'y a pas de port. Le port de Jérusalem, c'est Jaffa. De fermer les portes sur cette ville de Jaffa, David Shapira, Jaffa, ville antique.
Oui, oui, tellement antique qu'on raconte même que Noé, après le déluge, serait enterré dans un des rochers sous la mer, justement à Jaffa, et qu'il a donné le nom de Jaffa à l'un de ses fils, Yéphet, Shem, Ham et Yéphet, qui est le mot joli, Jaffa, donc la ville de Jaffa est la plus belle ville du monde. Oui, Jaffa, ville archéologique également, on a vu de nombreux vestiges. Absolument, les Égyptiens étaient ici, on a vu aussi les Cananéens, on a vu des Hébreux, on a vu les croisés, on a vu les Mamelouks, on a vu ici les Ottomans et les Juifs qui sont revenus par Jaffa en Israël. Et Jaffa, ville historique avec de nombreux touristes qui viennent ici en quête de leur identité. Absolument, je crois qu'on ne peut pas visiter Israël sans venir au moins une fois se promener à Jaffa. Jaffa avec ce judicieux mélange culturel qui fait d'elle une ville unique au monde. Merci à vous, David Shapira, de nous avoir fait visiter cet endroit absolument magique. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour visiter d'autres endroits merveilleux en Terre Sainte. David Shapira, vous êtes historien, guide, en particulier en Israël, bien évidemment. Et j'ai le plaisir de vous retrouver, effectivement, après ce reportage que nous venons de voir, sur les singularités, les particularités du port de Yafo et de la ville de Yafo. Pour commencer à nous présenter cette ville, on nous parle d'une porte, la porte de Ramsès, qui a été découverte, justement, dans les fouilles archéologiques de la ville de Yafo. Alors en effet, ce qu'on retrouve à Yafo de plus ancien, je parle de ce qu'on peut toucher, de ce qu'on peut regarder, c'est cette fameuse porte de Ramsès II, qu'on estime à environ 15 ou 16 siècles avant notre ère. Donc on parle à l'époque des patriarches. Donc cette ville est très ancienne, c'est un port extrêmement ancien, peut-être l'un des ports les plus anciens de notre civilisation. Et ça, ce qui est important, dans la tradition juive, cette ville est identifiée au fils de Noé, à l'un des trois fils qui s'appelle Yéphet et qui signifie la beauté. Yafo signifie aussi la beauté. Et donc Yafo, c'est le symbole aussi de l'esthétisme, de l'esthétique, du beau. Et la tradition raconte que Noé aurait été enterré sous un des rochers du port de Jaffa par l'un de ses fils, donc Yéphet. Donc ce qu'on voit, c'est que c'est une ville ou un port extrêmement ancien et dont la présence égyptienne remonte à l'époque où justement les patriarches, les pères de la nation juive apparaissent. Alors il est toujours intéressant, vous parlez de l'Égypte, de la porte de Ramsès II, il est toujours très intéressant d'essayer de déceler l'influence égyptienne sur l'histoire du peuple d'Israël. On le voit avec Abraham, il arrive en Israël, dès qu'il y a une famine, il va en Égypte. On va le voir un peu plus tard avec Jacob, qui va également, avec la famine, se retrouver en Égypte. Les enfants de Jacob vont se retrouver en Égypte. Et tout au long de l'histoire, dans la Bible déjà, mais tout au long de l'histoire, on voit des influences, des fois positives, des fois négatives, des fois des alliances militaires, ou des fois au contraire des guerres avec cette puissance de la région. Que pouvez-vous nous dire sur le lien qui existe entre l'Égypte et la ville de Yafo ? Il y a un lien extrêmement intime et profond entre l'histoire justement du peuple juif et l'Égypte qui est présente. Yafo est égyptienne 15, 16, 17 siècles avant notre ère, d'ailleurs jusqu'à l'apparition des Hébreux qui quittent l'Égypte et qui arrivent dans la terre de Canaan. Donc pendant plusieurs siècles, Yafo, c'est la porte de l'Égypte vers l'Asie mineure. Et Yafo est égyptienne. Ce lien intime concerne évidemment les patriarches qui, lors d'une famine, préfèrent s'implanter, descendre en Égypte, car nous le savons, l'Égypte, où coule le Nil, est un pays riche. Mais aussi, Jacob est appelé par Joseph, aussi dans le cas d'une famine, pour séjourner en Égypte. Et puis, nous le savons, et ça c'est toujours par rapport à Jaffa, le peuple juif naît ou connaît sa naissance en Égypte, où il devient esclave, où il sort d'Égypte. Donc, si vous voulez, Jaffa la Belle, c'est la porte de l'Égypte dans cette région. Et c'est surprenant parce que le texte biblique va nous interdire de retourner vivre en Égypte, alors que nous savons pertinemment que des communautés égyptiennes ont toujours existé sur ce territoire. Oui, il y a toujours cette tentation de s'installer dans un pays riche, un pays où l'abondance est omniprésente. Notre relation avec l'Égypte
je l'ai dit, est profonde. Nous sommes, en tant que peuple juif, pendant la royauté, tiraillés par deux grandes puissances. À l'est, l'Asie, ce sont les empires assyriens, les empires babyloniens, l'empire perse, et puis l'empire, je dirais, africain, l'Égypte, qui est un pays riche. Et donc, il y a une série d'alliances, soit avec l'Égypte, soit avec la Perse ou la Syrie. Et nous sommes petite nation juive divisée en deux royaumes, le royaume d'Israël et le royaume de Judée, tiraillés sans cesse pour nous protéger et pour tenter de faire des alliances qui, des fois, vont nous coûter très cher. Car les Égyptiens ne seront pas toujours à nos côtés pour nous défendre, si vous voulez, de la menace qui vient de l'Asie par l'Empire babylonien, par exemple, ou l'Empire assyrien. Alors, la ville de Yafo, c'est nécessairement son port. Quelle est l'activité maritime qui se crée autour de la ville de Yafo? Est-ce que c'est que du commerce? Est-ce que nous avons aussi d'autres influences qui vont arriver à travers les mers? Ce qui est intéressant de souligner, on l'a rappelé dans la visite, c'est que les Juifs, les Hébreux qui sortent d'Égypte ne sont pas marins. Mais on a besoin du commerce, on a besoin d'importer ou d'exporter des épices, du tissu, du textile, des arômes. Donc Yafo est la porte vers la Grèce, la porte vers l'Europe à cette époque-là. Et évidemment, encore une fois, je répète, nous sommes sous une influence égyptienne extrêmement profonde, intense, intime. Les Égyptiens et nous avons des interactions extrêmement proches. Des fois, je le dis, dans l'abondance et dans une alliance militaire, et puis des fois, comme c'est arrivé pour le roi Josias, il se fait assassiner à Megiddo par un des rois d'Égypte, Nécho. Donc l'Égypte, des fois alliée ou des fois ennemie du royaume d'Israël ou de Judée. Alors, c'est très intéressant de parler de porte d'accès parce que lorsqu'on réfléchit aux communautés juives qui vivent en Israël, alors on parle et on pense tout de suite aux 4 communautés, les 4 célèbres communautés de Tibériade, Hebron, Safed et Jérusalem. Yafo ne fait pas partie de ces 4-là. Yafo demeure une station, je dirais, où on arrive, où on accoste, mais on se déplace, on ne reste pas à Jaffa. Il y a des auberges, mais durant de nombreux siècles, il n'y a pas de quartier juif à Yafo. C'est un terminal, comme un terminal d'aéroport. Et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'au XIIe, XIIIe siècle, lorsque les croisés arrivent dans la terre d'Israël, eh bien, Jafo est appelé le port de Jérusalem. C'est-à-dire que Jérusalem étant le but des croisades, la libération de Jérusalem, eh bien, pour y accéder, il faut un port. Or, Jérusalem, comme vous le savez, il n'y a pas de mer ni de port à Jérusalem, mais Jafo est encore une fois la porte, cette fois-ci non de l'Égypte, mais la porte vers Jérusalem. Et pendant des siècles, Jaffa sera, si vous voulez, le point où on atterrit, entre guillemets, où on accoste pour se rendre à Jérusalem, la ville sainte. Évidemment, Hébron aussi, et Tibériade et Safed. On voit bien dans le reportage, nous voyons bien les fameuses marches. Les fameuses marches qui ont vu passer finalement ces différents mouvements migratoires d'arrivée en Israël. On parle souvent de deux vagues, deux célèbres vagues, mais est-ce que tout au long de l'histoire, ce port a accueilli également d'autres mouvements de juifs qui arrivaient sur le territoire? Oui, il accueillait aussi des pèlerins. D'ailleurs, pas seulement des pèlerins juifs qui venaient pour quelques semaines, quelques mois, quelques années, mais aussi des pèlerins chrétiens, évidemment, et musulmans. Et ce qui est intéressant de constater, puisque vous avez parlé de 2 vagues migratoires, les 2 vagues d'immigration, c'est que la première vague qui débute en 1880 est une population, je dirais, extrêmement pratiquante religieuse, mais qui vient, cette fois-ci, travailler la terre d'Israël et s'installe à Zichron Yaakov et à Rosh Pina. Mais la deuxième vague est une vague socialiste laïque et qui accoste encore à Jaffa, va décider de sortir un peu de l'ancien, du traditionnel, je dirais un peu de la rigidité et de la pauvreté et de la misérabilité à cette époque-là de Jaffa, et va créer un quartier qui va s'appeler, quelques mois plus tard, le quartier de Tel Aviv. Et Tel Aviv, par rapport à Jaffa, c'est tout un symbole, c'est toute une antithèse, parce que Tel veut dire colline en hébreu. On parle de colline archéologique, pas de colline géographique, une colline où il y a des fouilles, où on a habité il y a quelques milliers d'années. Et Aviv, c'est le printemps. Donc il y a cette négation
si vous voulez, cet antagonisme entre l'ancien et le nouveau, et le quartier de Tel Aviv, la colline du printemps, le printemps c'est le renouveau, va être, si vous voulez, un contrepoids à la ville de Jaffa, pauvre, exiguë, misérable, religieuse aussi, et ce quartier de Tel Aviv, qui se veut un quartier, je dirais, moderne, en avance, va être le premier quartier juif en 1909 à avoir l'eau courante. Dans les maisons, c'est tout un symbole, sachant qu'avant, il n'y avait pas d'eau courante et qu'on allait dans un puits et que les toilettes étaient publiques. Donc, vous imaginez les conditions d'hygiène. Donc, Tel Aviv, antithèse de Jaffa, et Tel Aviv, d'un petit quartier, va devenir une métropole qui va elle-même englober Jaffa. Oui, c'est ça, puisque d'un point de vue de la municipalité, aujourd'hui, on nous parle de la ville de Tel Aviv-Yafo. Dans notre histoire plus moderne, comment est-ce que finalement ces deux villes antagonistes, comme vous l'avez présenté, comment elles se retrouvent finalement sous la même bannière? Alors pour des raisons historiques, parce qu'on a souligné une présence juive continue, certes minoritaire à Jaffa, mais en 1936 éclatent des émeutes extrêmement violentes, des émeutes des Arabes de Jaffa qui sont dirigées contre les Britanniques, et les Britanniques décident de réagir et rasent entièrement la ville de Jaffa. Je parle de la vieille ville de Jaffa avec ces petites rues exiguës qu'on appelait la Casbah. Vous savez, ces toutes petites rues qu'on voit dans des villes d'Afrique du Nord. Eh bien, après 1936, la majorité des Juifs de Jaffa quittent Jaffa à cause des violences et iront s'installer à Tel Aviv, la ville qui grandit et qui absorbe les quartiers autour de cette métropole. Et la guerre d'indépendance va changer la donne, puisque les premières émeutes de la guerre d'indépendance en 1948 commenceront à Jaffa, d'une mosquée très célèbre qu'on appelle la mosquée Hassan Bek, qui est aujourd'hui visible puisqu'elle touche l'hôtel David Intercontinental pour ceux qui connaissent Tel Aviv. Et c'est de cette mosquée que les premiers tirs et les premières émeutes débuteront contre les habitants juifs de Tel Aviv. Pendant la guerre d'indépendance, près de 3/4 de la population arabe de Jaffa quitte la ville et en 1949, la mairie de Tel Aviv décide d'intégrer le port de Jaffa, l'ancien port de Jaffa, à cette nouvelle métropole qu'est Tel Aviv. En remontant encore plus loin, parce que vous avez évoqué l'arrivée des Britanniques, on peut effectivement comprendre aussi et rappeler la place de l'Empire ottoman qui permettait tout de même aux Juifs de vivre en paix, en sérénité dans cette ville de Yafo, avec une présence arabe très, très forte, sans qu'il y ait de tension jusqu'à l'arrivée des Britanniques. C'est vrai, l'Empire ottoman, c'est 400 ans de présence entre 1517 et 1917. Et c'est vrai que l'Empire ottoman, dans sa conception, si vous voulez, a toléré les minorités religieuses qui n'étaient pas musulmanes. Donc elle a été, à partir du XVIIIe, XIXe siècle, extrêmement tolérante dans les droits personnels, les droits civiques familiaux donnés à chaque communauté et minorité religieuse. Alors, à Jaffa, c'est très important de le souligner, l'Empire ottoman n'a pas investi énormément de moyens dans cette région durant ces 400 ans. En fait, la seule ville qui a été créée à cette époque-là, pendant 400 ans de présence, c'est la ville de Beersheva, par l'Empire ottoman. Et à Jaffa, c'était un centre, si vous voulez, un centre important. Et on peut souligner quand même une grande réalisation de l'Empire ottoman. En 1892 est inaugurée la première ligne de chemin de fer qui relie Jaffa à Jérusalem. Ça, c'est une révolution. Encore une fois, vous voyez, Jaffa, les portes de Jérusalem. D'ailleurs, à Jaffa, il y a une porte qui s'appelle la porte de Jérusalem, où on sortait pour aller à Jérusalem. Et quand on arrivait à Jérusalem, on arrivait à une porte qui s'appelle la porte de Jaffa, très célèbre. Donc, la connexion entre ces deux villes, elle est aussi très, très intime. Donc, la révolution de ce train aussi, qui, au départ, mettait 25 heures pour faire 60 km, après 12 heures et après 2 heures et demie dans ses meilleurs moments, c'est une révolution industrielle. Il faut savoir, la modernité arrivera très tard dans cette région. En fait, vous l'avez souligné, c'est en 1917 que les Britanniques arrivent à Jaffa, et c'est eux qui vont, si vous voulez, amener la modernité dans cette région, y compris à Jaffa. Ceci étant dit, Jaffa, le port de Jaffa lui-même, à cause de ces eaux qui sont peu profondes et de ces rochers
si vous voulez, qui entoure le port lui-même ne pourra jamais devenir un port moderne et industriel parce que les bateaux, les grands bateaux ne peuvent pas se rapprocher du port, justement à cause de ces rochers qui forment une digue. Et les Britanniques préféreront investir dans un petit village, un petit port qui s'appelle Haïfa, pour le transformer en port industriel. Donc Jaffa restera toujours un port modeste et il est évident aussi que les émeutes de 1936 ont atteint le port de Jaffa de façon, je dirais, irréversible, car ces émeutes-là ont causé un tel dommage au port de Jaffa qu'il ne se remettra, si vous voulez, jamais de sa noblesse ni de ses heures de gloire. Jaffa restera toujours un petit port de pêcheurs. Dans le reportage, j'ai été sensibilisé par cet arbre suspendu. Un arbre qui est dans une coque, en réalité, qui n'est pas rattaché à la terre. Et pourtant, cet arbre se développe. Est-ce qu'il y a une volonté ici recherchée, alors bien évidemment, au-delà de l'aspect touristique et intéressant, est-ce qu'il y a un aspect aussi de voir peut-être un peuple qui s'implante ou qui arrive à trouver son épanouissement, bien que des fois le lien avec la terre soit coupé ? Le sculpteur Ran Morin qui a créé cette magnifique sculpture essaye de nous faire passer un message un peu attristant. En fait, cet oranger qui est détaché de la terre eh bien, représente ce qu'était Jaffa avant. Le lien entre les agriculteurs et la terre autour de Jaffa. Car Jaffa, comme on le sait d'ailleurs, les oranges de Jaffa, c'est une marque déposée, était un endroit, un lieu où de nombreux vergers étaient installés et c'était le centre de la production des agrumes, oranges, citrons et pamplemousse. Et puis petit à petit, l'évolution fait que les vergers disparaissent au profit de constructions et de lieux d'habitation. Et cette sculpture montre en fait que nous sommes détachés de la terre et nous préférons peut-être aller sur la voie de la construction, je dirais, d'immeubles et de logements, plutôt au profit de l'abandon de la terre qui est cultivée et qui aurait dû produire encore ces agrumes qui n'existent plus aujourd'hui dans Jaffa, parce que Jaffa a subi, comme de nombreuses villes, un processus de gentrification. Et aujourd'hui, Jaffa est considéré comme un des quartiers les plus intéressants, et je dirais les plus pittoresques de la ville de Tel Aviv-Jaffa. Jaffa, la belle, vous l'avez évoqué vous-même. Quelle est la place justement de l'esthétisme dans le judaïsme ? Vous êtes vous-même chercheur, historien, vous avez aussi une connaissance particulièrement forte de l'ensemble du Tanakh. Est-ce que le judaïsme réserve une place particulière à ce qui est Yafé, Yafa, ce qui est beau, ce qui est joli ? Oui, parce que dans la Genèse, par exemple, à plusieurs reprises, on nous souligne que Sarah était belle, que Rachel avait des beaux yeux. Donc, si vous voulez, ce n'est pas absent. L'esthétique dans le judaïsme, il est présent. Mais il ne revêt pas une forme capitale. On n'est pas à la recherche de l'esthétisme. On ne le rejette pas, on le souligne, mais évidemment, des valeurs comme la sagesse, l'intelligence, le mérite, les actions, l'engagement sont des valeurs plus importantes et qui prennent beaucoup plus de place que l'esthétisme. Encore une fois, qui n'est pas repoussé, il n'est pas refoulé, il existe, il est présent, mais il ne constitue pas un but, un objectif ultime à atteindre, comme c'était peut-être le cas dans la culture grecque. Yefet signifie en fait ce berceau hellénistique, la recherche de la beauté, la recherche de l'esthétisme. Ce n'est pas une valeur essentielle, c'est une valeur, mais pas essentielle aux yeux du judaïsme et aux yeux des sages du judaïsme. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que lorsque Noé, puisqu'on dit que s'il serait à l'origine de cette ville, lorsqu'il s'adresse à ses enfants, en tout cas les deux qu'il garde dans son giron, Shem qui représente le bon, Yafet qui représente le beau, il dit à ses deux enfants, « Toi, Yafet, tu auras du sens lorsque tu seras sous la tente de ton frère Shem. » C'est-à-dire qu'effectivement, l'esthétisme peut être orienté positivement lorsqu'il est connecté à ce qui est profondément bon, et on peut effectivement trouver cet équilibre dans la Torah et dans le judaïsme. David Shapira, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir cette ville magnifique, cette ville belle, Yafo, Jaffa en français, et que nous puissions tous avoir l'occasion, justement, de prendre nos valises et de voyager, aller à la découverte directement de cette ville magnifique et de cette histoire ancestrale du peuple d'Israël, mais pas simplement, de l'ensemble de l'humanité dans cette région. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver notre entretien sur l'application de France TV et sur le site francetv.fr. Passez un très bon dimanche et à bientôt.